Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes assez loin d'Athènes, une centaine de kilomètres au nord d'Athènes, en 479, donc avant Jésus-Christ, en ce milieu du mois d'août. Une armée considérable est en train de se masser dans la ville de Thèbes. L'armée en question est composée de Perses, des soldats tellement nombreux qu'un camp a été installé aux abords de la ville, et le général de cette armée, 50 000 hommes, vous imaginez, ce général s'appelle Mardonios. C'est un des généraux les plus expérimentés du puissant empire perse, et c'est la raison pour laquelle le grand roi Achéménide, Xerxès Ier, lui a donné l'ordre de faire plier les Grecs. Cette fois, il s'agit d'être définitif. Il faut mettre fin à ce que donc on appelle les guerres médiques. Pour une raison d'ailleurs de confusion entre les Perses et les Mèdes. À l'époque, on n'avait pas forcément, surtout chez un certain nombre d'historiens antiques, fait une grosse distinction. Bref. Depuis la veille, le général Mardonios prépare ses troupes. Il regarde maintenant la plaine qui se présente face à lui. Il faut imaginer cet homme d'une soixantaine d'années. Il est assez athlétique, si l'on en croit la statue qui nous reste. Les cheveux courts, un visage aux joues bien creusées. Il n'a pas choisi cette région de Boétie par hasard. Le général dispose d'une très nombreuse cavalerie qui terrifie littéralement les Grecs. Et cette région est une région de plaine dans laquelle il pourra très facilement jeter ses puissants chevaux contre les fantassins grecs. On les appelle les hoplites, les fantassins en question. Cette plaine est fermée à l'ouest par le mont Parnasse, qui culmine à près de 2500 mètres, et elle est fermée au sud par le mont Hélicon, qui lui culmine à 1700 mètres. Autant vous dire qu'il y a des montagnes là autour de cette plaine. Mardonios attend l'arrivée des Spartiates, qui sont non seulement beaucoup moins nombreux que lui, mais ils n'ont pas réussi à rejoindre l'armée athénienne. Donc ils sont divisés, ils sont beaucoup moins nombreux. Il y a ce qui s'appelle une infériorité en nombre. Bref, plus rien ne paraît devoir empêcher le général perse de conquérir une fois pour toutes la Grèce tout entière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faut se remettre dans ce contexte des guerres médiques. Ça fait 11 ans que ces guerres ont commencé. La première avait commencé 13 ans plus tôt, en 492 avant Jésus-Christ. Darius Ier, le grand roi perse, avait eu du mal à supporter le soutien militaire que les Grecs avaient apporté à un certain nombre de cités grecques qui se trouvaient sur la côte ouest de l'actuelle Turquie. Depuis quand est-ce qu'Athènes se mêle de la politique en Asie mineure, voyez ? C'est vrai que de l'autre côté là-bas de la mer Égée, Athènes et l'Érythrée avaient soutenu des villes qui essayaient de se soulever contre les Perses, qui essayaient de secouer le joug. Donc les Perses qu'on appelait encore volontiers les Mèdes, d'où ce nom de guerre médique. Mais le soutien grec n'avait pas été suffisant, et c'est avec une sorte de stupeur que le puissant empire voisin a pris possession des villes qui étaient jusque-là des villes libres. Vous imaginez le choc, bien sûr, en Grèce, la tristesse, la consternation. C'est Phrynikos, un poète grec, qui a composé une pièce intitulée « La prise de Milet ». Et ça a eu un rôle très important parce que le public qui assistait à ces spectacles était horrifié de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait. Les gens sortaient en larmes. D'ailleurs, l'auteur a été condamné à une amende de 1000 drachmes, ce qui était beaucoup d'argent, pour avoir rappelé des événements dont on estimait en haut lieu qu'il aurait mieux valu les oublier. Seulement, pour les Grecs, les conséquences de tout ça ont été dramatiques. Désormais, Darius s'est dit qu'après tout, il serait plus tranquille s'il allait conquérir l'autre côté de la mer Égée. Là-bas, vers l'ouest, il a lorgné sur leur territoire et il a voulu faire payer Athènes et l'Érythrée pour le soutien que ces cités-États avaient apporté aux colonies de l'Est.
C'est la première guerre médique, donc ça commence en 492 par l'intrusion d'une armée perse sur le territoire grec. Alors les Athéniens et les Platéens vont emporter la victoire de Marathon en 490. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça déjà. Les Perses ont donc été vaincus, ils ont retraversé la mer Égée, Darius est retourné dans son empire, et là, il a organisé une armée beaucoup plus puissante. Sauf que, il se trouve que Darius meurt 4 ans plus tard et que c'est son fils, Xerxès Ier, qui lui succède. Ça ne change pas du tout la politique des Perses, ni leurs ambitions de s'agrandir en conquérant l'Ouest, en allant là-bas du côté du Péloponnèse. En 480, on est fin prêt, et cette fois, il va falloir pour les Perses faire face à la Grèce unie. L'empereur perse a face à lui non seulement Sparte, mais Athènes, Platée, Corinthe, Thèbes. Bref, cette fois, ce sont toutes les grandes cités grecques qui sont unies contre les Perses. Xerxès fait le choix d'envahir la Grèce par la terre et par la mer. En cette année 480, c'est d'abord une année terrible pour les Grecs parce qu'il y a 2 terribles défaites. La bataille des Thermopyles, qui a été un véritable massacre, et puis sur mer, la bataille de l'Artémission. Et à la fin de l'année 480, le sort de la Grèce va basculer grâce à la bataille de Salamine. Là, vous avez 17 000 hoplites et 300 navires grecs qui ont réussi à vaincre 200 000 soldats perses et 800 navires perses. Victoire complètement incroyable. J'ai eu l'occasion de vous raconter ça aussi, bien sûr. L'armée perse est donc battue. Xerxès retourne dans son empire comme l'avait fait son père. Mais il ordonne à son général de rester en Grèce avec 50 000 hommes pour essayer de donner un coup de grâce. Le général en question, c'est le fameux Mardonios dont je vous parlais, qui parvient donc à occuper Thèbes. Et, chose assez incroyable, la cité accepte de s'allier aux Perses pour aller conquérir ce qu'il y a plus au sud. Mardonios, à ce moment-là, tente de persuader Athènes de s'allier, elle aussi. Mais les Athéniens ne veulent même pas en entendre parler. Et en face de ce général perse, vous avez un officier spartiate qui commande les troupes alliées et qui s'appelle Pausanias. Ce général, lacédémonien comme on disait, déclare à ses hommes que tout se joue désormais ici, au nord d'Athènes. Il demande à tous ses soldats de prêter un serment. Voilà le serment. Je combattrai jusqu'à la mort et je n'estimerai pas ma vie plus précieuse que la liberté. Je n'abandonnerai pas mon officier commandant de mon régiment ou de ma compagnie, qu'il soit vivant ou mort. Je ne reculerai pas, sauf si mes supérieurs me ramènent en arrière. Je ferai tout ce que les stratèges ordonnent. J'ensevelirai les corps de ceux qui ont combattu avec moi comme alliés sur le terrain, et je ne laisserai aucun d'eux sans sépulture. Après avoir vaincu les barbares en bataille, je lèverai la taxe sur la ville des Thébains, et je ne détruirai jamais Athènes ou Sparte ou Platée ou aucune des cités qui ont combattu avec nous comme alliés, et je ne permettrai pas qu'on les affame, ni qu'on leur coupe l'eau courante, que nous soyons amis ou en guerre. Et si j'observe bien le serment tel qu'il est ainsi écrit, puisse ma cité être en bonne santé, mais sinon, puisse-t-elle être malade, et puisse ma cité n'être jamais pillée, mais sinon pillée, et puisse ma terre donner du revenu, mais sinon être désolée. Et puissent les femmes engendrer des enfants comme leur père, mais sinon des monstres, et puisse le bétail engendrer selon son espèce, mais sinon des monstres. C'est Hérodote, dont l'ouvrage sur les guerres médiques est la pièce maîtresse, évidemment, de tout ce que nous savons sur ces conflits. C'est qu'Hérodote s'est lancé dans une grande entreprise de compréhension de ce qui s'était passé, et surtout de recueil de tous les témoignages possibles et imaginables. Et voilà ce que nous dit le père de l'histoire, Hérodote. Il y a un monde grec uni par la langue et par le sang, les sanctuaires et les sacrifices qui nous sont communs, nos mœurs qui sont les mêmes. Voilà la prise de conscience d'une sorte d'idéal grec partagé par des cités qui, pour s'être beaucoup battues dans le passé, n'en ont pas moins désormais conscience de leur destin commun. Ce qui se joue là, en 479 avant notre ère, c'est tout simplement le sort de l'Occident.
Vous écoutez Radio Classique. C'est donc le général en chef grec qui est là à la tête de l'armée qui va devoir affronter Mardonios et les Perses. Il s'appelle Pausanias, ce général. Il observe ses unités. En face, Mardonios attend la bataille. Ça fait 1 an que son empereur a subi une lourde défaite à Salamine et il entend non seulement le venger, mais il s'impatiente. Il veut plus moisir dans ses plaines et il a bien l'intention de rentrer un jour en Perse, lui aussi. D'autant plus que les dernières sorties de cavalerie ont prouvé que la plaine béotienne était bien abîmée et que c'était pas très avantageux, ça, pour une cavalerie. Donc, il va tenter une stratégie assez particulière. Et là, je vais citer Peter Green dans son ouvrage « Les guerres médiques », paru chez Talendy en 2008. Voici ce qu'il nous dit. « Comme les Grecs ne montraient aucun signe d'une avancée plus loin dans la plaine, Mardonios envoya chercher Masistios, son général de cavalerie récemment nommé, et lui ordonna de tenter une attaque frontale et massive contre leur position. Il avait parfaitement choisi l'homme pour une telle tâche. Masistios était grand, fringant, avec la beauté et l'allure d'un dandy. Comme la plupart des aristocrates iraniens, il n'était jamais plus heureux qu'à cheval, et l'objectif de Mardonios, dont on pourrait supposer qu'il n'en souffle un mot aux cavaliers, était d'insuffler à ses adversaires un sentiment de confiance trompeur. Il savait parfaitement bien que les chances de succès d'une charge de cavalerie étaient minimes dans de telles conditions. En revanche, si les Grecs se sortaient à leur avantage d'une rencontre avec l'arme la plus forte de l'ennemi, ne pourraient-ils pas être tentés d'avancer un peu leur ligne, peut-être même jusqu'à la dernière ligne des collines qui bordaient le fleuve Asopos ? Le jeu valait la peine d'être tenté. Mardonios avait cruellement besoin d'une bataille décisive. Plus longtemps il restait in situ, plus ses problèmes de ravitaillement s'aggraveraient. À la différence de Xerxès, il ne pouvait pas faire venir de convois par la mer. Et les bandes de maquisards menaçaient sérieusement ses communications terrestres avec le nord. Thèbes disposait, il est vrai, d'abondantes réserves, mais combien de temps suffirait-elle à entretenir une armée de plus de 50 000 hommes ? Il faut donc faire bouger ces Grecs, n'est-ce pas, du point de vue du Perse. Voilà donc Masistios qui se place à la tête de la cavalerie, avec un soleil qui est déjà haut dans le ciel. En vérité, l'effet de surprise est nul pour les Grecs, qui avaient depuis longtemps vu briller les casques des cavaliers. Et lorsque Masistios atteint les troupes grecques, il voit devant lui ces lignes d'hoplites, avec ces grandes lances là qui attendent de pied ferme. Les chevaux vont s'effondrer sur les piques, et le commandant de la cavalerie est tué très rapidement. C'est bien ce qu'avait pensé son patron d'ailleurs. Quelques jours plus tard, les Grecs entament un mouvement de leur armée pour se diriger vers la ville de Platée. Le Perse Mardonios compte profiter de ce mouvement qu'il observe pour se repositionner de l'autre côté du fleuve Asopos. Finalement, sa tactique a assez bien fonctionné. Pendant 8 jours, les deux armées se font face. C'est terrible, ces veillées d'armes, là, il ne se passe rien. On attend, les deux camps veulent la victoire décisive. Ils savent que tout se joue là, c'est une victoire qui va décider de l'avenir de la Grèce. Mardonios est assez affûté, vous l'avez compris. Il sait que sa cavalerie, enfin ce qu'il en reste, est un atout si les troupes grecques sont en retraite. Donc ce qu'il faut, c'est provoquer le départ des troupes adverses. Il envoie donc des raids de nuit qui n'ont pour objectif que de trouver la source d'eau des troupes grecques et de la tarir. Et au cours d'une nuit sans lune, les Perses parviennent à la trouver, cette source, et ils la rendent inutilisable. Hérodote nous dit que la source était bouchée et souillée. Vous imaginez la tête de Pausanias quand il apprend la nouvelle, le général grec. Il réunit son état-major. Il sait qu'il ne va pas pouvoir rester bien longtemps, et donc les Grecs vont devoir, dans la journée, entamer un nouveau mouvement. Et quand le général perse, de son côté, comprend que sa stratégie a fonctionné, il envoie sa cavalerie à la poursuite des Grecs. C'était ça, c'était ce qu'il voulait. Eh bien, ce mouvement de cavalerie, dites-vous que c'est le début de la bataille de Platée. Mardonios, dans le désordre, envoie son infanterie fondre sur les troupes spartiates. Le dernier carré des Spartiates est obligé de reculer. Ils sont complètement écrasés, les Lacédémoniens. Les archers perses vont faire subir aux Grecs des perte absolument considérable. On est en train d'assister à la victoire des Perses dans une bataille qui deviendra la bataille de Platée. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Vous avez bien compris qu'à Platée, les choses sont très mal engagées pour les Grecs. Et il faut insister sur un point, c'est que les troupes de Sparte sont bien meilleures dans les combats au corps à corps. Et ça, les Perses le savent. C'est la raison pour laquelle ils ne s'approchent pas trop des soldats ennemis. Ils préfèrent utiliser leurs archers. Les flèches, ça va loin et ça fait beaucoup de dégâts. Je cite de nouveau Peter Green. Mardonios le Perse n'avait nullement l'intention de frotter l'infanterie perse homme à homme contre homme à cette redoutable ligne d'hoplites cuirassés sans avoir préalablement affaibli celle-ci, ne fût-ce qu'en raison des disparités flagrantes entre les équipements. Comme à Marathon, c'était la pique contre le cimeterre, la cuirasse métallique contre la casaque matelassée, le casque de bronze contre le bonnet de cuir. Les archers perses à cheval reprirent donc leur ronde accompagnés de volées de flèches et de javelines à chaque passage, puis vinrent en ligne les archers à pied, décochant une pluie de traits mortels à l'abri de leurs grands boucliers d'osier. On a l'impression d'y être. À ce moment-là, les Athéniens descendent par surprise des hauteurs où ils se trouvaient. Ils vont forcer les Perses à se diriger vers les lignes spartiates. Les scènes là sont indescriptibles. Il y a beaucoup d'unités perses qui se trouvent prises en étau. Et là, Mardonios est bien obligé de constater que lui-même se trouve piégé. Et il voit les Perses, il voit que leur chef est en difficulté. Bon, il continue à se défendre, mais dans l'après-midi, le général perse reçoit une pierre sur le visage. Le voilà qui tombe, il a eu le crâne fracassé. Et lorsque la nouvelle commence à se répandre à travers les troupes perses, notamment celles qui sont le plus éloignées du centre de la bataille, eh bien, c'est la débandade. Et la cavalerie se replie vers sa ligne arrière, vers Thèbes. Et pour l'Empire perse, incroyable mais vrai, la bataille de Platée est perdue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, les troupes défaites se replient, je vous l'ai dit, vers leur grand camp qui était à côté de Thèbes, mais les Grecs vont les poursuivre. Ils vont pas faire de prisonniers. On est dans ces guerres antiques qui sont d'une violence complètement invraisemblable. Vous me direz, est-ce que la guerre est jamais autre chose que violente ? La bataille de Platée était la confirmation de la bataille de Salamine qui déjà avait sauvé les Grecs. L'empereur perse avait bien fait de se retirer puisque finalement les Grecs étaient maîtres chez eux et c'est eux qui emportaient ces guerres médiques. Alors évidemment pour la ville de Thèbes, ça n'a pas été une bonne nouvelle, ça, parce que non seulement Thèbes avait capitulé, mais elle s'était, je vous le rappelle, alliée avec les Perses, elle avait collaboré. Le sort des Thébains devait servir d'exemple pour les siècles. Sparte et Athènes se sont montrés très intransigeants. Tous ceux qui, à Thèbes, avaient une quelconque responsabilité ont été condamnés à mort. Voilà la fin sanglante de ces guerres médiques. Victoire pour les Grecs, mais une victoire qui, comme souvent, avait tout de même le goût du sang. Voici ce qu'écrira Échille, le grand tragédien, le grand poète, le père de la tragédie grecque avec Sophocle. Voilà ce qu'écrira Échille 7 ans plus tard. « Si grand doit être le péage du sang versé sur la terre des Platées par la lance de Doride et des monceaux de mort jusqu'à la 3e génération, sans parole, proclameront aux yeux des hommes qu'il ne faut pas penser au-dessus de sa condition de mortel, car la démesure, en mûrissant, produit l'épi de l'erreur, d'où naît la moisson de lamentation. La démesure, en grec, vous savez comment cela se dit. Je crois bien que ça s'appelle l'hubris. Vous écoutez Radio Classique.